Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode du top 100 des meilleurs joueurs de tous les temps de l'ATP. Bonjour Rodolphe. Salut Greg. Juste avant de commencer ce deuxième épisode, d'abord un joyeux anniversaire de toute la team TBN pour notre Rod national C'est qui a gentil, fêté c'est son gentil. anniversaire ce week-end. On ne dira pas le nombre d'années puisqu'il est Bon, on peut, toujours hein. aussi jeune. 52. 52, ça avance, hein. On est de moins en moins ravis que ça arrive chaque année. Mais bon, c'est comme ça, on dit pas rien. C'est pareil pour tout le monde. Et ton classement, tu es combien? 52 ans? Et je suis à -2 encore. C'est pas mal, hein? Ça C'est va, quand même pas mal. ça reste correct pour un vieux, parce que c'est comme ça que beaucoup Mais me non, mais surnomment non. maintenant que je joue. Quand je joue encore sur le terrain, là, on dit, ouais, attends, le vieux, là. Non, mais on essaye de se maintenir comme on peut. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. On va rappeler rapidement le classement que nous avions donné de la 91e à la 100e place la semaine dernière. Voilà, il va s'afficher celui de Rod et ensuite le mien. On nous a interpellé sur une chose, Rod, et je voulais te retransmettre la question. Quel est le degré d'importance, de pertinence que nous avons donné? On rappellera les critères tout à l'heure qui nous ont permis de faire ce classement par rapport au final de Grand Chelem. Est-ce qu'il ne faut pas aussi analyser le parcours du joueur? Il fallait bien déterminer des critères, des priorités. Euh, Moi, il me paraissait logique que les grands chelems soient la priorité première, parce que c'est ce qui se fait de mieux sur la planète tennis quand on est un joueur et qu'on a envie de devenir professionnel, et on a une envie, c'est de participer au tournoi du Grand Chelem. Qu'est-ce qui va rester? C'est quand même Roland-Garros, Wimbledon, US Open, Melbourne. C'est des matchs en 5-7 pour les garçons, donc c'est quand même la référence des références dans le tennis pour moi. Donc il me semblait logique de privilégier ceux qui ont le plus performé quand même dans ces tournois-là. Alors, parmi les critères que nous avons choisis, donc évidemment le palmarès en Grand Chelem, titre, finale, parfois les demi-finales. On verra d'ailleurs peut-être aujourd'hui. Parcours en Masters 1000, parcours au Masters, finale, parcours au JO, et puis tous les autres titres et finales. Coupe Mais aussi, Davis, évidemment, la Coupe Coupe Davis, même Davis. si c'est vrai que c'est un critère qui est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de joueurs, donc on ne peut pas remporter une Coupe Davis tout seul, hein. Il faut Et une puis, équipe derrière c'est aussi soi. une compétition voilà, un peu plus collective. Voilà. Donc, Mais ça a pu rentrer en compte sur des joueurs qui ont été décisifs en Coupe Davis. Voilà. oui, et puis surtout, il y a des pays de Coupe Davis. La France, bien sûr, mais les États-Unis, l'Australie, tout ça sont vraiment des nations de Coupe La Davis. Suède, La Suède. hein, pendant un Donc, moment. ça évidemment, par moment, fait pencher dans la balance. Voilà, et aussi le contexte, évidemment, de l'époque du joueur. C'est ça qui finalement a été le plus difficile, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, Rod, mais c'est remettre dans le contexte des joueurs qui ont parfois le même palmarès, un peu la même histoire, la même carrière, mais bon, pas forcément la même adversité. Voilà, donc c'était assez difficile. L'apport aussi du joueur au tennis, à travers son style de jeu, à travers sa personnalité, l'aura du joueur sur le court, en dehors du court, la régularité du joueur durant toute sa carrière, sa capacité aussi à briller sur toutes les surfaces, des records. Voilà, on en a parlé la semaine dernière avec, par exemple, Karlovic pour ses performances au service. Voilà, donc tout ça, effectivement, ça fait un pot-au-feu, une marmite de critères difficiles finalement à mettre ensemble, mais il fallait bien faire des choix et puis parfois un critère a été on va dire, plus important pour un joueur que pour un autre. Juste avant d'entamer le deuxième épisode où on ira aujourd'hui avec toi, Rod, de la 90e à la 81e place. Deux petites choses. Donc, une rectification d'abord, parce que j'avais dit la semaine dernière que la deuxième balle la plus rapide de Karlovic était 231, mais non, c'est 250. Voilà, carrément. Le mec, il s'embête pas sur une deuxième balle. Oui, c'était une deuxième première, quoi, en fait. Voilà. Et puis, C'est plutôt ça. on avait une question en suspens. Est-ce que tu t'en rappelles? Qui concernait un Espagnol, Alberto Berasategui. On avait longuement parlé de ce joueur en disant, mais quel était ce coach qui lui avait permis de faire cette carrière? Ce coach, il est connu en fait, hein. On n'a pas tilté au moment, mais j'ai cherché un peu, j'ai même eu du mal à le trouver.
J'ai bien galéré pour retrouver Ouais. trace dans les archives, savoir quel était Je t'ai fait l'entraîneur bosser alors, c'est de ça? Berasategui. Mais à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors, il a fini avec Francisco Roig, bon, voilà, sur les 2 dernières années. Bon, plus connu lui, mais On avant rappelle que ça, Francisco Roig est aujourd'hui dans le staff de Rafael Nadal depuis ses débuts. évidemment, un coach bon, voilà, dont le nom est aujourd'hui connu, qui était joueur aussi avant d'ailleurs, hein, qui était très bon Ouais, joueur qui était aussi. joueur, c'est ma génération, mon année, donc je connais très bien depuis les juniors. Voilà. Mais avant Roig, Berasategui a été coaché toute sa carrière par Javier Duarte, l'entraîneur de D'accord. Correja, l'entraîneur aussi un peu de Carreno Busta, même si ça ne s'est pas très bien passé, et aussi de Guarin, plus récemment, entre 2015 et 2018. Donc là aussi, ça n'a pas été une expérience réussie, puisque c'est à la fin de cette collaboration que Guarin a un peu commencé à se développer. Mais avant ça, c'était pas super avec Duarte. Mais en tout cas, un bon coach, Duarte, qui a mené Correggia et Berasategui au sommet. Voilà pour les deux petites précisions par En tout rapport cas, à. il aura laissé à Berasategui, avec on l'avait dit, hein, cette technique particulière, il a privilégié la performance à l'esthétisme. Donc ça, je trouve que ça a été un très très fort de sa part. En tout cas, toi qui es coach, ça touche une corde sensible pour toi. Parce que c'est vrai que C'est pas faux. c'est pas faux. On va attaquer, Rod, tout de suite, avec notre Allez, 90e. Alors, je vais commencer puisque c'est un joueur que tu as cité la semaine dernière. Rainer Schupler est mon 90e, ancien 5e mondial. Finale à Melbourne en 2003, en battant notamment Blake, Nalbandian, Roddick. Il fait aussi une demi à Wimbledon en 2008. La médaille d'argent au JO de 2004 avec Nicolas Kiefer. Ils avaient perdu contre la paire Massou Gonzalez en finale. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'Allemand? Finale de Monte-Carlo en 2004 en battant Kuerten et Moya, deux références sur Terre. Il a aussi battu Agassi, Roddick. Bon, voilà. Puis il a été coach après à la fin de sa carrière, coach de ouais, il a Stackelson, battu pas mal de joueurs. Pendant un de moment, il a quand même Pospisil très et de très bien joué. Il Kerber. a été assez régulier. Ouais, moi, c'est un gars que j'aime bien en plus, que j'ai joué. J'ai joué en équipe avec lui. Et il me répétait toujours la même phrase. Et à chaque fois que je pense à lui, voilà, c'est ce qui me vient. Il me disait toujours en français, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal à la tête. Gars sympa. Gars sympa. Rainer, je suis content qu'il soit dans ce classement. Voilà, bah, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Alors, c'est toujours pareil, on aurait pu le mettre plus haut, voilà, devant ou derrière Tsitsipas, peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai mis là, 90e. Euh, et bah, du coup, je vais te laisser la main pour ton 90e, Rod. Qui Alors moi, mon as-tu mis? 90e, c'est un joueur américain qui s'appelle Brian Gottfried, D'accord. qui a été finaliste à Roland-Garros. Il avait été battu par Guillermo Vilas. C'est un joueur qui a été numéro 3 mondial, qui a gagné 25 titres, hein, en simple, qui a aussi été numéro 2 en double, qui a gagné 3 grands chelems dans cette discipline, qui a gagné une Coupe Davis avec les États-Unis en 78, voilà, qui est un joueur qui a marqué la fin des années 70, qui était bien installé dans le top 5 et qui a rivalisé et battu la plupart des joueurs, des grands joueurs de l'époque, qui étaient Connors, Borg, McEnroe, etc. Voilà, donc ça me paraissait assez logique qu'il soit un dans ce classement et deux qu'il y ait déjà quelques joueurs qui avaient eu un palmarès quand même moins fourni que lui. Bah, je vais te laisser la main, Rod, pour ton 89e. Alors, mon 89e, alors je ne sais pas trop quelle nationalité lui donner parce qu'il en a eu deux en tout cas sur le circuit. Il a Ah, d'abord c'est un indice, ça. commencé par être canadien et puis il est devenu anglais quelques années plus tard et il est gaucher. C'est un grand gabarit. Il s'appelle Greg Grozeski. Peut-être ski. Voilà, et il est monté jusqu'à la 4e place mondiale, une finale à l'US Open. Moi, il a également gagné un Masters 1000. Voilà, Ça, donc il a ça- ça marqué parle un peut-être petit un peu peu. plus là pour ceux qui nous regardent, un peu plus que les noms qu'on a cités par le passé, les années 70-80. Alors on est plus dans les années
90, fin des années 90, C'est avec ça. Ruzeski. Et puis moi, il m'a marqué parce que c'est un des joueurs, un des premiers vraiment énormes serveurs du circuit, quoi. Voilà, qui a eu d'ailleurs pendant longtemps, qui a eu le service le plus rapide de la planète jusqu'à ce que Andy Roddick arrive. Donc, en toute logique, voilà, il est dans ce classement. Il est resté, il a été vraiment, on l'a vu aux premières places dans les années 97-98. Tout à fait, Greg Ouais. Et Ruzeski. normalement, il avait gagné le Masters 1000 de Paris en battant Sampras en finale. Ça va, c'est Voilà, pas donc mal quand même. ce qui était pas mal. Ce que t'es pas mal à une époque où Sampras était au top niveau. Hein, donc plutôt un titre référence. Moi, mon 89e, c'est Kevin Curren. Alors, ça ne doit pas parler à beaucoup de gens, beaucoup de gens. Plutôt les années Moi, 80. ça me parle en tout cas, mais Plutôt les années je 80. trouve que tu es un peu sévère. Voilà. Ah, tu l'as mis beaucoup plus haut. Ok. Ouais. On le Euh, retrouvera dans mon classement, mais un peu plus haut. Ouais. Peut-être qu'effectivement, j'ai moins de sensibilité pour lui parce que je ne l'ai pas vu vraiment jouer pour le coup. Lui aussi, il avait un gros service, C'était un peu comme le, un des gros serveurs de l'époque. Donc là, on redescend. une dizaine Ruzeski, on d'années. en a Ouais. parlé, c'était plutôt que les années 95-98. Lui, il fallait revenir une dizaine d'années dans l'autre sens, en Tout à fait. 85. Voilà. Finaliste de l'Open d'Australie en 84. Finaliste de Wimbledon en 85 en battant Connors et McEnroe. 5e mondial à son meilleur classement. Mais je l'ai mis un peu plus loin que toi, peut-être, parce qu'au final, au-delà de ces performances-là, il a finalement assez peu gagné sur le circuit, seulement 5 titres. Je trouve que pour un joueur de cette qualité, bon, voilà, c'est pas, voilà, ça a penché dans la balance à un moment par rapport à d'autres joueurs voilà, qui ont 10, 15 titres. Il n'en a eu que 5 et Ouais, mais je me deux dis, bon, finales de Grand Chelem. Là alors encore, il a on en deux revient au finales, critère, tout notre à fait. critère numéro un, deux finales de. C'est pas une, c'est deux. Donc c'est quand même. C'était quand même un sacré joueur. Puis il avait. Moi, j'invite à aller voir sur Internet la technique un peu de service de Curren, qui avait un service ultra rapide en vitesse, mais aussi dans l'exécution du geste avec une prise balle montante. Un geste très court. Et il faisait évidemment énormément service volé. On en reparlera du coup, Voilà, beau joueur. j'imagine, avec toi. Oui, très beau joueur. C'est vrai que du coup, je l'ai découvert un peu à travers des vidéos et notamment des matchs contre Connors, contre Lendl. Et c'est vrai que c'était un joueur pas mal du tout. Méconnu. Je t'avoue que c'est pas un nom qui m'était venu dans ma pré-liste qui m'est venu intuitivement. Mais voilà, en tout cas, j'ai décidé de le mettre. Alors peut-être trop haut pour certains, mais en tout cas, pour moi, il est 89e. On avance, Rod, dans le classement. On va commencer à avoir des sacrés noms là. Qui as-tu mis en 88e? Alors après avoir mis un très grand serveur Rusetzky sur le numéro précédent, là ça va être l'inverse, je vais faire le grand écart et je vais aller avec un joueur suédois qui était un des plus petits joueurs du circuit de l'époque et qui s'appelle Michael Pernfors. Voilà, qui a été en finale à Roland-Garros, battu par Lendl, qui a gagné un Masters 1000 aussi, qui a été un joueur aussi prépondérant dans l'équipe de Coupe Davis de la Suède. Je me rappelle d'un match extraordinaire, un perdu d'ailleurs contre Pat Cash sur gazon en 5-7, qui avait été un terrible combat. Il avait un peu surpris tout le monde dans cette année 86 où il arrive en finale à Roland. Il avait battu du beau monde, hein. Ah Edberg, oui, oui, il avait battu du beau monde. Ouais, il avait Becker, battu du beau monde. Henri Lecomte aussi, non, il me semble. Ouais, et puis voilà, c'est un gars qui a continué à jouer aussi, qui est devenu champion du monde des 50 ans 2 fois. Donc Ah, voilà, c'est pour tu sais ça, champion du monde aussi que depuis je suis 50 attaché à ça, ans. Voilà, c'est évidemment, et qui joue encore voilà, un très très bon niveau. Donc c'était un joueur malin qui contrait, qui avait des bonnes jambes, mais qui était à la fois un très bon défenseur, mais qui était également capable d'aller au filet. Il a obtenu aussi de bons résultats en double. Voilà, c'était un joueur, en tout cas, à une époque où je commençais vraiment à jouer de plus en plus au tennis, qui m'avait marqué, et notamment cette année 86. très bien. Moi, je vais rester dans ma lignée des serveurs. Kevin Anderson, que tu as mis coup plus haut, je ne sais pas, on verra plus tard. Lui aussi a deux finales en Grand Chelem.
à l'US Alors, je te Open confirme, hein, je l'ai mis plus haut. finale à l'US Open en 2017, finale à Wimbledon en 2018. Mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mis si haut. Parce que voilà, j'ai aussi des arguments, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Euh, Au-delà de son style de jeu, très agressif, j'ai bien aimé le fait qu'il ait fait évoluer son jeu aussi. Il a finalement un peu éclaté sur le tard, mais il a fait évoluer au niveau du physique, surtout, ce qui lui a permis de briller plutôt vers la fin de sa carrière. Et d'ailleurs, depuis, il le paye un peu d'ailleurs physiquement avec des grosses blessures qui l'empêchent de revenir au plus haut niveau. Mais pourquoi je l'ai mis si haut malgré ces deux finales? Déjà, c'est que sa finale à l'US Open en 2017, finalement, il ne bat aucun top player à part Carreno Busta. Il n'y a pas une performance dans cette US Open qui fait que voilà, il aurait battu un Djokovic ou un Federer. Bon, ça aurait eu plus de poids et il aurait gagné quelques places. Ouais, mais là, Euh, tu oublies Wimbledon, par En contre, parce que revanche, là, Wimbledon pour le coup, 2018, voilà, là, il bat Federer et puis il sort un match d'anthologie face à John Isner. Je crois que c'était 26-24, il me semble, au cinquième set. Bon, voilà, un match incroyable. ouais, c'est d'ailleurs à l'issue de ce match que Wimbledon a décidé, hein, C'est vrai, de changer le règlement et de jouer un super tie-break un peu c'est plus vrai. tôt dans la partie Donc on n'en verra plus des parce que matchs comme ça. c'est vrai que à l'issue de son long quart de finale face à Federer, Il y a, puis cette ouais, demi face à Isner, il n'y a pas eu de bon, en finale, ouais. finale, il était quand même bien Hmm, entamé. La finale avait été, je c'est vrai, pense, quand même bien gâchée à cause de ça. c'est vrai. Donc au-delà de ça, moi, bon, voilà, j'ai eu quand même des petits bémols, c'est notamment ses parcours en Masters 1000. Aucune finale en Masters 1000. Bon, c'est quand même aussi une référence quand on a quand même une dizaine de tournois par an pendant 10 ans qu'il n'est pas capable de se qualifier au moins pour une finale. Bon, voilà, ça a pesé aussi dans la balance. Puis aussi son nombre de titres, seulement 6 titres. Bon, voilà, c'est moins que Karlovic par exemple. Voilà, donc bon, tout ça a un peu pesé. Alors c'est vrai que peut-être je suis un peu trop sévère avec Kevin Anderson, mais Mais j'ai il a essayé été d'avoir aussi aussi. beaucoup blessé ces derniers temps, au moment où il jouait bien aussi. Donc, J'ai essayé d'avoir ça une l'a vision un pas. peu d'ensemble de sa carrière. Il n'a pas été au top niveau pendant très très longtemps. Donc voilà, ça a joué aussi. Mais bon, ça me rassure parce que finalement, tu as déjà cité Raonic. Bon, donc finalement, je me dis que bon, je ne suis pas non plus totalement largué en mettant Anderson, moi, devant Raonic. Voilà, en tout cas dans ton classement. Voilà, donc on est quand même à la 88e place mondiale. Donc ça va. On n'est pas. Je voulais quand même le mettre, donc on verra où tu l'as mis. Toi, ça sera intéressant. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir. C'est vrai que c'est difficile. J'ai eu du mal à placer ce Kevin Anderson. On avance. Rod, 87e. Qui as-tu Alors mis? moi, c'est un joueur dont on a déjà parlé sur la première émission que toi tu avais mis, qui est le grec Stefanos D'accord. Tsitsipas. Ah, ça va. Tu ne l'as pas mis très très loin de moi. Ça va. Je l'avais mis 91e et toi 87. Ça va, on est pas mal. Non, non, je l'ai mis, voilà, un petit peu mieux que toi. Parce que je pense que bah, c'est un joueur qui est encore en activité pendant un bon moment et que de toute façon, je ne vois pas comment ce palmarès ne va pas s'étoffer. Avec déjà un Masters, hein. Gagner le Masters, pour moi, ça représente quand même, derrière les grands chelems, c'est quand même quelque chose que je trouve très valorisant. Voilà, au moment où on se retrouve avec les 8 meilleurs joueurs du monde, d'aller comme ça sortir du lot et gagner ce tournoi, gagner la coupe. Et la manière dont il l'avait fait aussi l'an passé, je trouve que voilà, c'est un joueur en plein devenir, complet. On peut penser que Ah bah, si on, l'histoire le dira, le futur, ouais. qu'il va gagner des grands chelems, ce joueur. Si on refait le même classement dans 10 ans, je pense qu'il sera plus à la même place. En tout cas, je lui Ouais. souhaite. Je lui souhaite, mais ça a été Il y a de difficile grandes aussi. chances en tout cas. Voilà, parmi les joueurs de ce top 100, c'est l'un des plus jeunes, hein. D'ailleurs, c'est même peut-être pour moi le plus jeune. Ouais, je pense que c'est le plus jeune. Il a que 22 ans. Et déjà, il a déjà fait sa place dans ce top 100, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà. Après, c'est vrai que c'était difficile. C'était difficile pour Tsitsipas, en tout cas, je parle pour moi, euh, de le mettre dans ce classement sans me projeter. Parce qu'au final, on n'est pas là pour essayer d'anticiper ce que sera Tsitsipas, mais ce qu'il est à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que finalement, on a un classement assez proche, 87, 91. Voilà, donc on l'a mis dans le classement, plutôt en queue de classement, et c'est plutôt logique. En tout cas, moi, je peux revenir dessus, je peux m'expliquer, mais il lui manque une finale de Grand Chelem qu'il n'a pas disputée, contrairement à Medvedev ou Zverev.
Et puis, il lui manque surtout peut-être aussi un petit titre en Masters 1000. Voilà, donc c'est ces deux petits manques-là qui fait que moi, je l'ai mis un peu en queue de peloton. Non, mais Et je partage ton analyse. Voilà, je suis assez d'accord. Et on est raccord là-dessus. Moi, mon 87e, c'est aussi un joueur que tu as cité, donc finalement, on se croise hein, tous les deux. C'est Milos Raonic, que je mets juste devant Anderson. Milos Raonic, que toi, tu avais mis, je ne sais plus à quelle place, si tu l'as sous les yeux, mais pendant que je parle, tu vas me dire ça. Milo, je l'ai mis 91, hein, je crois. D'accord. Bon, bah voilà, donc on n'est pas loin non Bon. plus. Ancien troisième mondial, finale à Wimbledon en 2016, demi-finale à Melbourne aussi, une belle année pour lui. Quatre finales de Masters 1000, dont 3 perdues face à Djokovic et une face à Nadal. Donc c'est vrai que bon, c'était difficile aussi de placer Raonic dans le sens où il est tombé dans une génération ultra concurrentielle. Ultra concurrentielle. Et Ouais, il n'y aura pas que lui alors à ce moment-là. non, non. Il va y en avoir quelques-uns qui ont Bah, eu beaucoup de concurrence. Hein. ouais, C'est toute cette génération voilà, hein, des années 2005-2020. Exactement. Et ça a été difficile d'estimer, en plus du fait de ses blessures, il a finalement très peu joué par rapport à. Alors, il est encore jeune, il a 30 ans ou il n'a pas encore 30 ans, en tout cas, il est dans cette génération-là. Euh, mais c'est vrai que je me voyais mal le mettre plus haut, même s'il aurait pu être plus haut. Il aurait dû, s'il avait été moins blessé et s'il avait saisi un peu mieux les opportunités. Mais voilà, bon, en tout cas, je le place juste devant toi, à la 87e place, le Milos. Je ne sais pas si certains vont trouver ça trop haut ou trop bas, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, moi, je le mets juste devant Anderson, alors que toi, du coup, tu auras mis Anderson avant Raonic. Voilà, Et on y exactement. viendra. Et on y viendra. On passe à la 86e place. Je te laisse la main, Mr. Rudd. Alors moi, c'est un coup de cœur aussi. Hein. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce garçon parce que pour moi, j'aime le regarder jouer quand il joue bien. Alors, tu vas me dire, bon, c'est un peu pareil pour tous les joueurs, Est-ce mais qu'il est lui encore particulier. actif? Ah oui, il est encore actif. Oui, il est Ah, ah, français. il est Il français, est d'accord. français. Alors, il n'a pas de finale de Grand Chelem, mais il a fait deux demi. C'est C'est Gaël, mon Gaël? fils. Ah, ok. Voilà. Gaël, c'est 10 titres, c'est 21 finales. Euh, j'ai en mémoire ce match extraordinaire en finale de Coupe Davis face à Federer où, bon, certes, c'était peut-être un peu ménagé, mais mon Dieu que Gaël avait été bon et solide sur ce match en 2014 à Lille. Voilà, et puis c'est un des rares joueurs aujourd'hui qui est. Alors, peut-être que c'est pas bien hein, en tant que coach, vous n'avez pas forcément envie de voir ça, mais en tant que spectateur, oui, qui est capable d'abandonner des points pour faire le show. Et il se passe toujours quelque chose avec Gaël. C'est une des raisons, je pense, où partout dans le monde, il joue toujours sur des grands cours parce que les gens aiment le voir jouer, aiment venir le voir jouer. Et puis, lui aussi, il a été énormément blessé. Hein. Il n'a jamais, à mon grand regret, rarement fait une saison complète. Donc, arriver à être régulièrement dans les 10 premiers mondiaux en jouant des 2 tiers de saison, on pourrait imaginer que voilà, il aurait pu aller beaucoup plus haut, en tout cas jusqu'à présent. Donc voilà, pour moi, c'est un des joueurs qui a la plus grosse puissance de feu sur le circuit. Euh, j'ai eu l'occasion hein, de taper la balle avec lui plusieurs fois et ça m'a pas souvent fait ça, mais quand vous vous retrouvez au filet et que Gaël il arme son coup droit, bah, faut pas penser à autre chose. Hein. Voilà, donc ça me paraissait normal de l'avoir dans ce classement-là. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas gagné le Masters 1000, qu'il est assez peu performé en Masters de fin d'année, est-ce que ça n'a pas. T'es resté sur le coup de cœur plus que sur le. Ouais, si, je l'avoue, le coup de cœur peut-être par rapport à tous les joueurs qu'on a pu déjà citer ou ceux qui vont venir encore en dessous, oui. Mais Gaël, c'est un joueur extraordinaire, franchement. Il a un physique extraordinaire, il est capable de faire tellement de choses avec sa raquette, de faire des coups aussi extraordinaires que les autres ne font pas. Et moi, je me voyais pas ne pas le mettre dans ce classement, bien que si on s'attache là pour le coup que aux résultats et que à ses performances de Grand Chelem, ben oui, il y a des joueurs qui ont fait des finales et pas lui.
Je vais t'avouer que moi, il m'a coûté une boîte de Doliprane, hein, le Gaël, mon fils. Ça a été très, très difficile. Je me suis pris beaucoup, beaucoup la tête pour savoir où est-ce que je le mettais dans ce classement et si je le mettais. Voilà, donc je vais faire un spoil. Là, je l'ai finalement enlevé. Il a fait partie des 3-4 joueurs que j'ai fini par enlever au dernier moment. À regret, et je suis très content que du coup tu l'aies cité, parce qu'effectivement, je suis un peu soulagé, ça m'enlève un poids. Au moins, il y sera Bon, bah écoute, il y c'est sera, déjà ça. il y sera dans au moins l'un de nos deux classements. Mais c'est vrai que il y a un tel goût d'inachevé par rapport à ce talent immense que voilà, j'ai eu du mal à me dire je le mets devant qui, voilà, par rapport à tous les joueurs que j'ai mis. À un moment, bah ouais, j'ai flanché et vraiment à regret parce que c'est vrai que c'est un joueur très attachant qui a réalisé des matchs exceptionnels, qui nous a fait tous vibrer. Mais bon, fallait faire un choix et à regret, j'espère qu'il finira par me donner tort et qu'il finira par remporter un grand titre. Mais bon, Bah ça, on le souhaite tous, hein, on le souhaite tous, parce qu'en plus, c'est franchement, pour l'avoir côtoyé un bon moment, c'est un garçon qui est très attachant. Voilà, donc, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, gagner un grand chelem. S'il peut le faire avant la fin de sa carrière, bah, ce serait quand même vraiment un mérité. Et puis, par rapport à tout le potentiel qu'on lui connaît. Mais il va falloir se dépêcher parce que les années passent et que bah, il lui reste pas tant d'années que ça pour pouvoir aller chercher ce fameux titre qu'il a tant envie d'avoir. ça marche. Bah moi, à cette place-là, donc c'est l'un des joueurs, voilà, l'un des coupables qui a fait que Gaël n'était pas dans ce classement, bah, c'est Brian Teacher. Peut-être que toi, tu l'as mis au plus haut, j'en sais rien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Brian Teacher, il a remporté l'Open d'Australie en 1980, mais sans battre un seul joueur du top 30. Ça faisait partie de cette décennie où l'Open d'Australie, bah, il y a assez peu de grands joueurs qui y allaient parce que c'était loin, parce que les dotations étaient faibles, parce que c'était joué en fin de saison et que donc généralement les plus grandes stars du circuit n'y allaient pas. Il y a d'autres joueurs d'ailleurs qui, en plus que Brian Teacher, qui ont remporté l'Open d'Australie durant cette décennie-là, qui feront certainement partie de ce classement. Et donc on reviendra sur ce contexte. C'était important pour moi le contexte de le rappeler parce qu'effectivement gagner un grand chelem et se retrouver si loin, ça peut surprendre, mais pour le coup, à part ce grand chelem-là, il n'a pas eu vraiment d'énormes performances. Donc voilà, il a 8 titres en carrière, il a été 7e mondial, mais j'ai eu du mal à le mettre plus haut. Pour la partie gossip de ce joueur, il a épousé en 79 Cathy May, connue surtout pour être la mère de Taylor Fritz. Voilà, donc après avoir épousé Cathy May, ils ont divorcé et Cathy May a épousé un monsieur qui était le papa de Taylor Fritz. Monsieur Voilà. Fritz, donc, c'est Monsieur ça. Fritz, exactement. Pas Helmut, pas Helmut. Voilà, et pour la deuxième petite anecdote, Brian Teacher porte bien son nom, puisque après sa carrière de joueur, ce monsieur a été coach, il a été teacher, il a été enseignant. Il a notamment été dans le staff de Agassi en 92. Juste au début d'année, c'était un moment où Agassi se cherchait, il n'avait pas des bons résultats, il cherchait à renforcer son staff pour créer un déblocage psychologique, il se cherchait dans son jeu, il ne savait pas s'il devait jouer vers l'avant, s'il devait. Bon, voilà, il était un peu perdu. Et au final, cette expérience n'a pas été très concluante. Au bout de 2-3 mois, ils ont mis fin, mais juste derrière, c'était la série incroyable d'Agassi où il s'est mis à gagner quasiment tous les tournois et tous les grands chelems. Et notamment Voilà. Wimbledon. Et Et notamment notamment Wimbledon. Wimbledon, exactement. Donc, Voilà. Et on voilà. rappellera que c'est quasiment le premier joueur qui a gagné Wimbledon en jouant que du fond du court. Hmm. Non, mais Agassi, on Voilà. en reparlera. Ce qui à l'époque encore, hein, c'est moins le cas maintenant, puisqu'on arrive, maintenant les joueurs arrivent à jouer du fond du court avec une herbe qui est moins rapide, qui rebondit plus, etc. Mais à l'époque, c'était quand même très compliqué d'arriver à évoluer en fond de court et Agassi avait réussi à le faire. Tu l'as mis combien, toi, Agassi? Agassi, je crois que je l'ai mis 63e, quelque chose comme ça. Ok. Et puis juste pour finir la petite anecdote avec Brian Teacher, il a aussi entraîné derrière Greg Rudetsky, dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà, et il a eu la performance quand même de ramener le Canadien de la 85e place quand ils ont commencé à collaborer ensemble. Il l'a fait rentrer dans le top 10. Voilà. Donc, bon,
c'était la Bah, petite moi, on en anecdote. reparlera parce que tu t'en doutes, je l'ai mis un Tu petit l'as peu mis plus un haut. peu plus haut. Ça marche. Brian Teacher. On enchaîne, Rod, et ça avance, ça avance. On est à la 85e place. Alors le 85e, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le placer, ce joueur, parce qu'il a été beaucoup blessé. Et c'est le japonais Kei Nishikori. Voilà, D'accord. donc Nishikori, je suppose que toi aussi tu l'as dans ton classement. Peut-être tu as une place un petit peu meilleure. Voilà, mais moi, Oui, c'est marrant, mais oui, oui, un peu meilleur. Mais après, c'est une c'est un question de joueur sensibilité aussi, qui mais m'a un petit peu. Voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse peut-être mieux que les résultats qu'il a eu. Une finale de Grand Chelem, 4 finales de Masters 1000, donc pas de victoire en Masters 1000. Il a été numéro 4 mondial. Une médaille de bronze au JO à Rio, aux derniers Jeux Olympiques, en battant, c'est pas rien, Rafael Nadal pour cette médaille de bronze. Donc je l'ai mis à cette place-là. C'est aussi un joueur que je trouve on a du mal, c'est difficile de le mettre à telle ou telle place, je trouve, parce que lui aussi, il a été énormément blessé. Il c'est a vrai, c'est vrai. rarement fait des saisons complètes. C'est un joueur qui arrive à jouer à peu près sur toutes les surfaces, qui a quand même, là encore, il s'était blessé, qui aurait peut-être pu battre Nadal en finale à Madrid, sur terre battue. Il menait quand même très, très largement cette rencontre. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui a connu quand même beaucoup, beaucoup de pépins physiques et qui, voilà, alors certes, c'est normal de le mettre dans ce classement, Bien sûr. mais on aurait pu espérer qu'il soit plus haut. Mais si on s'en tient quand même beaucoup sur, voilà, aussi sur les résultats, bah, c'est un joueur aussi, je trouve, qui n'a pas beaucoup évolué C'est vrai. Non, non, c'est vrai. depuis 5-6 ans. Quoi, voilà. C'est vrai, non, tu as raison. Tu as raison. Effectivement, je l'ai mis un petit peu devant toi, mais je suis surpris que tu l'aies mis là par rapport à tes critères, justement. C'est vrai que je pensais que tu allais le mettre plus haut, mais effectivement, c'est pas totalement étonnant de le Non, mais mettre là parce que j'ai aussi été déçu sur pas mal de matchs, notamment face aux top joueurs où je le sentais un peu résigné par moment. Euh, voilà, donc voilà, c'est un super joueur. Moi, j'adore sa vélocité, j'adore son revers. Après, pour le reste, voilà, je suis pas non plus bah, on reste aussi sur un super, goût d'inachevé avec lui, voilà, notamment super emballé. depuis ces dernières années. C'est tout à fait. Bah moi, à cette place-là, je ne sais pas si tu l'as cité, pas encore, ou peut-être que tu ne vas pas le citer d'ailleurs. C'est un joueur encore en activité, qui lui n'a pas fait de finale de Grand Chelem. C'est peut-être l'un de mes derniers joueurs qui n'a pas fait de finale de Grand Chelem. Je regarde, non, il m'en reste encore deux. Il me reste encore deux qui n'ont pas fait de finale de Grand Chelem. Ah, ah, dans ce classement que j'ai pas cité. C'est Grigor Dimitrov, troisième mondial donc à son meilleur classement. 8 titres pour cette finale. C'est le premier Bulgare à avoir remporté un titre ATP. Ça, c'est pour la petite anecdote par rapport à son pays. C'est vrai qu'il, même s'il vient du bloc soviétique, qui a été pendant quand même des années fournisseur de grands joueurs de tennis, voilà, ça s'est un peu éclaté. La Bulgarie, pour le coup, n'a pas forcément été une nation de tennis. En tout cas, c'est le premier joueur à s'être vraiment bien démarqué. Il a remporté quand même un Masters 1000 en 2017 à Cincinnati. Il a surtout remporté le Masters en 2017. Alors, petit bémol pour moi, peut-être que toi tu l'as mis, et si tu l'as mis, tu l'as sûrement mis plus haut. Euh, Ouais, je te confirme. voilà, Un petit peu plus haut, pas beaucoup, j'ai mais un mis en petit peu. perspective en fait ce parcours dans ce Masters 2017. Alors oui, il le gagne, gagner le tournoi des Mets, c'est incroyable. Mais pour le coup, il a battu Sock, Goffin, Carreno et Thiem. Bon, voilà. Donc, forcément, j'ai été obligé de le prendre en compte. Voilà. Oui, il a gagné le Masters et c'est absolument pas à brader. Mais si je dois comparer par rapport à d'autres joueurs qui ont gagné un Masters en battant les Djoko, les Nadal, les Federer, les Roddick, les Sampras, etc. Bon, voilà, ces Masters-là ont eu plus de valeur pour moi à titre de comparaison. Et il se trouve que malheureusement, à part ce Masters-là, il n'a pas eu une immense carrière non plus. En tout cas, lui aussi, bien inférieur à ce qu'il aurait pu faire, à ce qu'il aurait dû faire. C'est un joueur immensément talentueux, mais qui s'est peut-être un peu trop laissé aller à son talent, qui s'est peut-être un peu trop regardé. Bon, en tout cas, Grigor, il était quand même, il a gagné en 2008 Wimbledon et l'US Open.
Ce qui prouve bien que, voilà, jeune, il avait un potentiel En immense. junior, en En junior. junior, tout à fait, 2008 junior, ah oui, parce que s'il a avait demi-finaliste en 2017 de l'Open d'Australie, dans un match incroyable contre Nadal en 5-7, qui peut-être aurait pu faire basculer sa carrière et le faire grimper Ça a dans le été un match, classement. ça a été un match. C'est pour ça que moi je l'ai mis un petit peu plus haut aussi parce que En prenant en compte ce voilà, match qui se joue finalement à pas grand-chose. Ouais. je reste aussi sur cette victoire sur Federer à l'US Open, contre qui il n'arrivait pas à gagner. Là, il Tout le à bat fait, dans un énorme en tournoi. 2019, tout à fait. Voilà. Et puis, un peu comme Gaël aussi, Dimitrov, il fait des coups que les autres ne font pas. Voilà, que la plupart des joueurs ne font pas. C'est un talent immense. Enfin, en tout cas, un talent avec ce qu'on. Si on s'en tient à ce qu'on sait faire avec sa raquette, voilà, lui, il a un gros talent. Et moi, j'avoue que je l'ai mis un petit peu plus haut. En tout cas, j'ai une sensibilité particulière sur ce joueur. Alors, je ne sais pas si j'ai été objectif en le mettant dans ce classement. Bon, tu l'as mis aussi plus haut que moi, donc ça me rassure. Mais peut-être que certains diront, bah non, mais Dimitrov, il n'a rien à faire là. Bon, voilà, il gagne un Masters 1000, il ne fait pas de finale de Grand Chelem. OK, au niveau du palmarès, c'est pas aussi, on va dire, garni Non, mais que ça aurait dû l'être. Un Masters 1000, deux demi de Grand Chelem, on n'est pas quand même sur un joueur qui n'a pas eu de résultat non plus. Il ne faut pas exagérer. Bah, surtout qu'il est tombé dans cette période de l'ère Big Three et qu'il les a battus tous les trois. Voilà, il a même aussi battu Murray. Donc à Wimbledon, il me semble d'ailleurs, c'était en 2014, je crois qu'il bat Murray. Donc c'est quand même assez incroyable. Et là aussi, il avait perdu contre Djoko à Wimbledon lorsqu'il fait sa demi-finale en 4-7 avec 2 tie-breaks, je crois. En fait, il aurait dû faire ça. Il aurait pu faire une finale de Grand Chelem, Dimitrov. Mais à mon avis, mentalement, il a trop vite capitulé, un peu comme Nishikori aussi, et un peu comme d'autres de toute cette génération-là, de se dire, j'y arriverai pas. J'aurais pu y arriver, il aurait pu y arriver, mais il a finalement eu que 2 occasions de le faire. Il aurait pu en avoir beaucoup plus d'occasions de le faire. Et finalement, bon voilà, je pense que mentalement, ça n'a pas forcément suivi. Question de motivation, de détermination. Il y en a d'autres peut-être beaucoup moins talentueux que lui qui ont réussi à se surpasser. Voilà, je pense que c'était ça Je l'ai mis un peu loin par son palmarès déjà, parce qu'il finalement, il n'est pas immensément garni, mais aussi parce que j'étais un peu déçu par cette mentalité, pas forcément de winner à chaque instant. Voilà, quand on pense par exemple à David Ferrer, on ne peut pas dire que David Ferrer soit forcément plus talentueux que Dimitrov, mais quelle carrière, quelle mentalité, quel état C'est une autre d'esprit. forme de talent, C'est Greg. une autre forme de C'est une autre talent, forme de talent. exactement. Et je Voilà. pense que si Dimitrov avait réussi à, à se pousser dans ses retranchements un peu plus, il aurait peut-être gagné 10-20 places dans mon classement. Il aurait eu forcément plus de titres. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. 10-20 places au classement, ça aurait été quand même pas facile. Hein. Quand tu as été 3 mondiales, c'est dur d'aller 10-15 places plus haut. Hein. Enfin, normalement. Non, mais dans mon classement du top 100, pas dans son Ah, classement d'accord, ATP. d'accord. Voilà. Mais voilà, si, il aurait pu, pour moi, il aurait pu faire au moins une finale de Grand Chelem. Voilà. Il aurait pu, voire même il aurait dû. Bon, il ne l'a pas fait. Malgré tout, je le mets quand même dans mon top 100 parce que c'est un joueur immensément talentueux qui fait très plaisir à voir. Beaucoup plus irrégulier maintenant, depuis quelques années, qu'il y a un moment, mais malgré tout, il est capable de se surpasser un peu quand il veut, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça me rappelle un peu Gaël Monfils. Est-ce qu'on avance dans son classement? Juste, on peut récapituler un peu où on en est là après cette moitié d'émission. On a donné 16 noms là. On est déjà pas mal. On est à la 85e place. Voilà pour Rod et voilà pour moi. Il y a des beaux noms, mais c'était la partie pour moi un peu la plus subjective là. Ces premiers noms à donner, c'est la partie où finalement on peut regarder et dire bah, moi, lui je l'aurais pas mis ou lui je l'aurais mis. Bah, Voilà. Plus on va avancer, on aurait pu rajouter une dizaine de joueurs qui sont un exactement, peu voilà, exactement, dans un groupe d'une trentaine de joueurs qui ont, voilà, en exactement. fonction de ce qui est important pour nous, figure ou ne figure pas. Tout à fait. Moi, j'ai une liste j'ai 10-15 noms effectivement de joueurs qui auraient pu rentrer et puis que j'ai laissé à la porte. Bon, parce qu'il fallait faire des choix, mais en tout cas, plus on va avancer dans le classement et normalement, moins il y aura de surprises, en tout cas sur le nom. Après, peut y avoir des surprises sur la position qu'on a mis à ces joueurs. Mais plus on va avancer et normalement, plus les noms seront, on va dire, difficiles à contredire ou à contre-attaquer. On avance, mon Rod, 84e.
Je vais garder la main puisque c'est un nom. Allez, vas-y. Ouais, c'est un nom que tu as cité tout à l'heure, donc on va pas s'éterniser dessus. C'est Greg Rudeski que moi j'ai mis donc 84e. C'est un joueur, je l'ai mis un tout petit peu plus haut que toi. Pour l'aspect statistique, il détient le record du nombre de points consécutifs. Tu l'avais peut-être, celui-là, 25 points 25. consécutifs. Ouais. Voilà, bon, c'est quand même pas mal. Il a les doubles fautes aussi consécutives. Ouais, Vous savez ça? ouais, mais ça, du coup, bon, Hein, c'est moins positif. Ça, c'était pour toi. 5 consécutives. Ouais, c'est 5 pas doubles mal. fautes consécutives. Bah, j'ai été surpris de voir ces stats parce que je pensais j'ai déjà vu un joueur en faire 4 d'affilée, donc on aurait pu penser que bon, finalement, le record aurait été plus que 5, même si 5, c'est quand même déjà pas mal. Bah, Non, surtout pour un serveur comme lui, hein, ouais. qui était quand même, hein, qui faisait souvent partie sur l'année des 5 joueurs ayant servi le plus d'ace. Hein. Ouais, mais justement, Donc, ça veut peut-être dire qu'il prenait beaucoup de risques. Hein. Bon, à voir. En tout cas, Rudzeski, il a gagné une coupe qui a disparu aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que les plus jeunes d'entre nous ne doivent pas connaître. C'est la Coupe des Grands Chelems, qui a eu lieu une dizaine d'années, dans les années 90, qui était présidée par Philippe Chatrier, qui voulait en fait, c'était une compétition organisée par l'ITF pour concurrencer le Masters de l'ATP. Incroyable. Avec une dotation de 2 millions pour le vainqueur. C'était quand même pas un petit tournoi. Et ben cette Coupe de Grand Chelem qui a eu lieu, je crois que c'était d'ailleurs la dernière édition en 99, qui a été remportée par Rudeski. Donc elle faisait s'affronter les meilleurs joueurs qui avaient joué en Grand Chelem durant la saison. Donc ça avait fait beaucoup parler hein, à l'époque à parce l'époque. que cette concurrence avec le Masters de l'ATP, voilà, il fallait. En fait, pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Grand Chelem, on privilégiait les résultats en Grand Chelem. Voilà. C'était les 8 meilleurs qui avaient le mieux joué en Grand Chelem qui étaient qualifiés pour cette Coupe du Grand Chelem. Donc voilà, ce petit rappel historique sur cette compétition remportée donc par le Canadien. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à part que il a battu quand même Sampras en finale à Bercy, mais ça tu l'avais dit en 98. Il fait aussi donc une finale à l'US Open en 97. Il remporte Indian Wells en 98. Mon seul petit bémol, et c'est pour ça que finalement je ne l'ai pas mis très très haut dans le classement, c'est qu'il a fait qu'un seul quart de Grand Chelem en dehors de sa finale à l'US Open. En 48 tournois, bon, c'est pas énorme quand même. En 48 participations, qu'il n'ait pas réussi avec sa qualité de service, avec son jeu, à faire un peu plus de à faire au moins une demi-finale en plus de sa finale. Voilà, c'est un peu décevant. Sinon, Et puis une chose qui est négative pour lui, c'est le joueur qui va stopper la série du plus grand nombre de défaites au premier tour. C'est Rusedski qui va stopper cette défaite et qui va perdre son match contre Vince Padea qui en était à 22 premiers tours d'affilée. D'accord. Et à Wimbledon, il va perdre contre Spadea au 5-7. Donc il va casser cette spirale alors qu'il était dans le top 10 et il était largement favori. Voilà, donc ça, c'est une petite anecdote, comme une petite boutade pour. Ah bah si, c'est bien. C'est voilà, la Bible Gilbert, si vous voulez, elle est en vente dans toutes les bonnes librairies de France. Ça dépend. Il y a des moments où j'oublie des choses. Je sais pas. Faut faire gaffe. Hein. Donc voilà, effectivement, donc le Canadien qui a ensuite est devenu britannique à partir de 95, je crois. Donc il a changé de nationalité pour jouer avec la Grande-Bretagne. Bon, c'est son droit. Sans grande Gaucher, réussite, hein, non, d'ailleurs. sans grande réussite. On enchaîne. Rod, ton 84e, qui est-il? Alors moi, c'est Fernando González, le Le Chilien. Chilien, joueur. Je l'ai mis d'abord parce qu'il a eu quand même de bons résultats, une finale de Grand Chelem. Il a eu 2 médailles en simple au JO, une d'argent, une de bronze. Donc, ce que On ça peut veut dire que rajouter une heure en double aussi. et une heure en double avec Massou. Et tu as raison. Il a été 5e mondial. Et puis, un élément que j'ai pris en compte, c'est pour moi le plus gros coup droit de tous les temps. Tu peux le prendre en compte. Une frappe de balle en coup droit, comme on a. Enfin, moi, j'ai pas revu ça. Je l'avais pas vu avant, je l'ai pas vu après. Une frappe de Massou. Enfin, Ouais, c'était non, mais franchement, le bruit de sa frappe de coup droit quand il envoyait la sauce, bon, c'était quand même du costaud. Hein.
Voilà, donc c'est un joueur qui a joué sur terre, qui a joué sur dur aussi. Il Voilà, était bon, il était bon sur toutes les surfaces. Ouais. Voilà, un gros frappeur et notamment ce coup droit phénoménal. Moi, je l'ai mis un peu plus haut que toi et donc je me garde mes arguments pour justifier pourquoi je l'ai mis bien devant toi. On enchaîne à la 83e place. Ça monte, ça monte. On approche de la fin de cet Ouais. épisode. Alors moi, je vais rester du côté de l'Amérique du Sud. Alors, vas-y. Et je vais mettre un joueur argentin, petit gabarit, qui s'appelle Guillermo Coria. Coria. Bravo, ok. Coria, on se demande même comment il n'a pas gagné un grand chelem. Ce grand chelem, en tout cas, la finale qu'il a fait à Roland-Garros, c'est un match. Moi, je vais réécrire l'histoire. Je vais considérer qu'il l'a gagné. D'accord ? Non, mais qu'il avait tellement en main. Bon, en même temps, normalement, il aurait dû être disqualifié en demi-finale. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce match, il l'avait en main, il l'a perdu. Il a gagné 2 Masters 1000. Il a été également 4 fois en finale des Masters 1000. Il a atteint la 3e place mondiale. Pour moi, c'était l'un des meilleurs terriens de l'époque. Mais oui, dis-moi pourquoi tu l'as pas mis plus haut, ça m'intéresse. Tout simplement parce qu'il a été quand même beaucoup monosurface. Voilà. Ok. Moi, j'avais un contre-argument aussi, évidemment, parce que moi, je l'ai mis plus haut, mais j'aurais pu le mettre encore plus haut malgré ça. Et on verra à quelle place. C'est qu'il y a quand même eu ces 2 affaires de dopage. Ouais, et puis il y a un élément aussi que j'ai pris en compte. Alors, c'est peut-être pas bien, mais bon, comme je l'ai vu évoluer, je n'aimais pas particulièrement. T'as dit quoi ? Je l'ai vu évoluer quoi ? Je n'aimais pas particulièrement. D'accord, après, ça, c'est une sensibilité personnelle, ça marche. Mais voilà, exactement. Tu as tout à fait le droit. Mais, je ne trouvais pas que c'était le joueur le plus fair-play du circuit, voilà, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est sûr qu'il en a. Bon, quand j'en parlerai à la prochaine émission ou à celle d'après, on verra. En tout cas, oui, j'ai des arguments contre aussi par rapport à Coria. Tout n'a pas été parfait dans sa carrière, loin de là. Malgré tout, voilà, je l'ai mis un peu devant toi et on verra à quelle place. Mais en tout cas, c'est un joueur, on pourra s'attarder dessus quand on en reparlera parce que il a quand même marqué en bien et en mal un peu l'histoire du tennis au début des années 2000. Moi, en 83e position, j'ai l'impression de dire toujours les noms avant toi. Enfin, pas toujours, mais donc tu l'as pas cité, donc j'imagine forcément si tu l'as pas mis dans ton classement, Rod, tu peux encore le faire. Tout n'est pas perdu, tu peux le rajouter. Magnus Norman. Je l'ai oublié. Alors, attends. Magnus Norman, deuxième à son meilleur classement, 12 titres en carrière, une finale de Roland-Garros. En 2000, un tournoi où il bat Safin et Medvedev, pas Daniil, hein, mais Andrei. Je l'ai mis à cette position pour plusieurs raisons. Alors, à part cette finale, il n'a pas énormément de titres. Il a gagné Rome en 2000 en battant Quarten, autre référence. Il fait une demi à Melbourne en battant Kiefer et Hewitt, une époque où ils étaient tous les deux dans le top 10. Ce qui m'a gêné en fait par rapport aux Suédois, c'est que bon, il a accumulé les blessures. Il a pris sa retraite, il a pris sa retraite à 27 ans. Cette blessure à la hanche qui l'a en fait, qui l'a grillé comme la plupart de ceux qui ont eu cette blessure à un moment dans leur carrière. Moi, je connais pas de joueurs qui sont revenus avec une blessure à la hanche. Voilà, donc, et lui, ça a été c'était très tôt, hein, 27 ans, ça a été tôt, retraite. Alors c'est vrai, pour le coup, je me suis posé la question, un peu comme pour Tsitsipas, est-ce que je prends en compte ce qu'aurait pu être sa carrière s'il avait eu une longévité un peu plus grande, ou est-ce que je me contente juste de juger les faits? Bon, en jugeant les faits, je l'ai mis à cette position-là. Je suis peut-être un peu sévère. En tout cas, dans la colonne des positifs, et pour le coup, je me souviens que tu t'étais un peu moqué de moi dans la première émission lorsque j'avais sorti cet argument. Il a été un très bon coach aussi. Voilà, il a quand même coaché Soderling les 2 fois où Soderling va en finale. Et puis, ça a été le mentor de Stan Wawrinka pendant des années. Il a emmené le Suisse à 3 titres du Grand Chelem. Voilà, quand on écoute Stan Wawrinka parler de Magnus Norman,
Bon, voilà, on a forcément les poils qui se hérissent. On sent de l'émotion, on sent un respect immense de la part du Suisse pour Norman. Et évidemment qu'il avait sa place dans ce top 100. Après, voilà, je ne l'ai pas mis dans le top 80. Je l'ai mis à la porte du top 80. Bon, ça peut se discuter, évidemment. Mais au niveau du palmarès pur, il manquait quelque chose, notamment au Masters de fin de saison. Oui, bon, voilà, il a pas trop existé. Ouais, mais quand tu as été numéro 2, c'est numéro 2, ça veut dire qu'à un moment, tu as Oui. Sur une été année, presque tout sur en une haut. année, tu as Voilà. été top. Oui. Bien sûr, tu vas me dire quatrième, cinquième, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas Numéro pareil. 2, Non, numéro 2, c'est pas pareil. Je suis d'accord. voilà, c'est vrai que ça veut dire qu'à un moment, tu as vraiment dominé pendant de longs mois, tu as dominé quand même Tout la à fait. planète tennis avec un autre joueur, voire deux autres joueurs. Quand même, quand tu fais partie du top 3, c'est quand même Tout à fait. c'est une étape pour moi qui est supplémentaire de franchie. Donc, Norman, oui, moi, je l'ai mis un petit peu plus haut. Ouais. Bon, voilà. Après, il fallait faire un choix. J'ai choisi. J'ai vraiment pris en compte le fait que son palmarès était par rapport au nom que je vais annoncer, qu'on va avancer petit à petit. Bon, voilà, il a une finale de Grand Chelem. Il a un Masters 1000. Bon, ça reste quand même léger, entre guillemets, malgré le talent immense de ce joueur qui aurait certainement gagné beaucoup plus de titres s'il n'avait pas été blessé. En avance, je te donne la main Allez. pour le 82e. Alors, le 82e, bah, c'est un autre Chilien. C'est Nicolas Marcelo. Massou. Ah non, Nicolas Massou. Ok. Ah, il y en a Ah trois. non, En fait, Marcelo Rios, on le retrouvera, mais encore. un peu Attention, plus haut, Marcelo attention. Rios, numéro 1 mondial, c'est pas rien quand même. Ah non, moi, pour ça, je l'ai mis beaucoup plus haut, mais on ne sait Voilà, jamais. c'est Nicolas Massou. Massou, pourquoi il est à cette place-là et pourquoi il est dans ce classement avec si peu de références en Grand Chelem bah, tout simplement parce qu'il a gagné les Jeux Olympiques. Voilà, à Athènes, hein, en 2004, il a gagné le simple et le double, et que ça reste quand même une extraordinaire performance, qu'il a quand même été dans le top 10 mondial, hein, il a été numéro 9, il a été aussi en finale de Masters 1000 à Madrid. C'est un gars qui a gagné des tournois beaucoup sur terre, mais finalement, ses deux plus gros résultats, il les a obtenus sur dur, au JO et à Madrid. C'est vrai. Allez, voilà, donc à l'époque, Madrid était sur dur. Donc c'était intéressant. Voilà, moi je crois quand même que cette performance de Jeux Olympiques, évidemment, c'est ce qui a primé dans le fait que je l'ai mis qu'il soit aussi bien classé. Sans cette performance, il n'aurait même pas été dans mon top 100. Il n'est pas dans mon top 100. Mais je note quand même malgré tout le fait, et je vais dans ton sens, évidemment, le fait qu'il ait eu cette double médaille au JO mérite qu'on en parle. Et je comptais sur toi pour le faire et ça tombe très bien. Et il est aujourd'hui coach De de Dominique Dominique Thiem. Thiem. Bah, c'est pour te faire plaisir, ça, que je dis ça. Ne me dis Il pas que marche bien, là. En tant que coach, il marche super bien. Hein. Il marche pas Ouais, mal. donc, Ouais, c'est pas voilà. trop mal, on peut dire ça. Ouais. Ah là là, on avance. Moi, mon 82e, je tourne les pages, je tourne les pages, je tourne les pages. Et je tourne les pages jusqu'à Johan Kriek. En fait, Oh, non, tu peux. Mais là, tu peux pas. Là, j'ai l'impression que c'est moi qui ai 52 ans. Ben là, attends, Johan Kriek. Mais non, mais comment tu peux le mettre c'est deux grands chelems, Greg. Ouais, alors attends, Johan Kriek. je vais arrêter tout de suite. C'est deux grands chelems. Combien de joueurs du top 50? Mais d'accord, mais deux grands chelems, c'est l'histoire du tennis. Non, C'est mais pas deux grands possible. chelems. Moi, je vais jouer un grand chelem à En plus, Angoulême. c'est parce que tu l'as jamais vu jouer, Johan Kriek. Peut-être que ça a joué effectivement dans mon manque Tu serais kiffé à le regarder. Ah bah, peut-être, mais c'est pas le cas. Voilà. Et quand on gagne deux grands chelems en battant un joueur du top 50 et trois joueurs du top 100, je suis désolé, c'est pas un grand chelem. Ah Enfin, là là. bah non, mais c'est pas un grand chelem. Dans ce cas-là, L'histoire retient qu'il a deux grands chelems. Il a été d'accord. dans le top 10 mondial quand Non, même. mais Attends, je le attention. cite quand même. J'ai Non, l'impression qu'il était 400e. Attends, non. mais Tu vois. il est dans mon top 100. Il est passé devant Gaël Monfils et devant Nicolas Massou. Tu vois, c'est déjà pas mal. Bon. Mais avec deux grands chelems, oh. Mais bon, Attends. maintenant, c'est une époque où, encore une fois, il y avait très peu de grands joueurs en Australie. Et qu'est-ce qu'il a gagné à part ces deux grands chelems-là? Alors, ok, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que j'aurais même
presque ne pas pu le mettre, ou je l'aurais mis un peu plus loin dans mon classement. Mais bon, il fait quand même une demi à l'US Open en 1980. Il perd contre Borg dans un match où il menait 2-7-0 d'ailleurs. Donc, il aurait pu faire pour le coup une vraie finale de Grand Chelem dans un Ouais, vrai là, tu vas tournoi. encore me dire qu'il est arrivé en demi, qu'il a battu personne et Bah que. si, justement, dans un vrai Ah bon, tournoi. Donc, il fait une demi d'accord. contre Borg et il aurait pu faire cette finale. Donc, s'il avait fait cette finale, il aurait gagné un peu de place. Et puis, il faut aussi une demi à Roland en 86. Alors, Ibanoa. Ah bah non, par forfait, pardon, excusez-moi. Euh, Ah et, ouais, donc en fait, il a fait des demi partout, mais voilà. bon, Et puis, il toi, bat Villas quand même. Non, mais il bat Villas. plus de 80e, quoi, c'est Non, il ça. bat Villas quand même. Voilà. D'accord. Mais Dis-moi, bon, ton prochain, c'est non, mais c'est je te laisse parler de c'est ton qui? frère. Vas-y, je te laisse parler de ton frère. C'est Vas-y. Rafter, c'est Rafter, ton prochain, c'est ça? Non, Rafter. 80e, 80. Non, il est plus haut, Rafter. Il est plus haut, il est plus haut. Il est plus haut. Non, mais voilà. Alors, parle-nous de Johan Kriek. 14 titres dans sa carrière. Bon, bah, dont 2 en Grand Chelem. Enfin, en petit Chelem. Parle-nous de ce joueur, parce qu'effectivement, si tu l'as mis plus haut, en tout cas, je pense que les jeunes ne le connaissent pas. Après, si on s'en tient uniquement au palmarès, Ah bah oui, mais si on doit mettre des joueurs que les jeunes connaissent, mais non, mais justement, pour que tu m'en on parles, peut pour que en tu m'en enlever la parles. moitié, hein. Mais non, mais pour que tu Voilà. m'en parles un peu. Non, mais c'était un beau joueur qui allait beaucoup de l'avant, un joueur très explosif, voilà, qui avait un beau jeu, qui a réussi à jouer sur toutes les surfaces. Voilà, moi, je trouve qu'il méritait d'être un petit peu mieux classé, voilà, qu'à une place au-delà de 80. Très bien. Bah, c'est pour ça que tu seras là pour réparer Exactement. cette honte. Tu as raison. Allez, on avance. Tu l'as donné ton 82, toi, hein? Ouais, Massou. C'était Donc, Massou. Bah, le dernier nom de cette bah moi, journée, de cet épisode, ouais. en 81e position, qui Bah moi, as-tu j'ai mis nommé? Dimitrov, voilà, D'accord. dont on a parlé juste avant, donc on ne va pas revenir dessus. Voilà, un joueur, encore une fois, qui sait faire beaucoup de choses avec sa raquette, et moi, ça me touche. Ça te touche au niveau de la raquette. Voilà, j'adore. J'adore le voir jouer, j'adore ce qu'il fait, voilà, comment il joue, ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, on est à peu près cohérents tous les deux par rapport à son classement. Il n'y a que quelques places d'écart. Donc, Tout à fait. Baby Fed. Ça l'agace d'ailleurs, ça l'a profondément oui, agacé. oui, D'ailleurs, oui, d'ailleurs, oui. tiens, ça peut être intéressant comme question. Est-ce que avec le temps, ça n'a pas joué aussi ça dans sa tête, tout le temps le comparer à Federer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça lasse pas, parce que finalement, ça complique pas la tâche. Sûrement un peu. Moi, j'avoue, comme tout le monde, je l'ai fait beaucoup, je le fais plus. Voilà, parce que je trouve en plus qu'avec les années, euh, ils ont finalement, oui, bien sûr, ils sont dans le même registre, notamment le coup droit, mais après, service, le revers, tout ça, même la technique est légèrement différente quand même. Donc, quand il était plus jeune, on ne pouvait pas ne pas le comparer. Quand moi, je l'ai découvert quand il était en junior, Non, mais Dimitrov, c'est ça, en lui, fait. Je pense forcément, on que le voyait jouer, immédiatement, on pensait à Federer. Donc, il a eu ce surnom oui, parce qu'il qui prenait la lui a balle collé à la tôt peau avec pendant, ce revers. ouais, Oui, qui lui a collé à la peau pendant un bon moment. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui l'appellent comme ça. tout à fait. Et a raison, parce que c'est vrai que Ah, raison, complètement d'accord. ça n'a plus lieu d'être. Com- Et on va finir cette émission du jour à la 81e position. Alors, ça aurait pu être Diego Schwartzmann, un joueur que tu apprécies et dont tu as beaucoup de respect pour ses performances malgré sa petite taille. Mais c'est un joueur plus petit que Diego Schwartzmann, mais dans le même registre, 1m68, un style forcément très défensif. je vois qui Peut-être que tu tu veux l'as mis dire. encore beaucoup plus haut, mais bon, Il est peut-être américain. il est tout à fait américain. 22 Ouais. titres dans sa carrière. Alors évidemment, plutôt dans les années 70-80. J'ai l'impression que je suis un prof d'histoire en faisant ce top 100 là. Je parle de joueurs que j'ai jamais vu jouer, c'est incroyable. Euh, mais bon, voilà, encore une fois, c'est un joueur que je ne pouvais pas mettre dans le classement. Finale à Roland-Garros en 76 contre Mhm. Panatta, où il bat Guillermo Vilas, qui était à l'époque voilà, un joueur incroyable. Il fait aussi une demi à Roland-Garros en 74 en battant Björn Borg, rien que ça. Il fait aussi une demi à l'US. Et il avait battu aussi Vilas en 1980 à Roland-Garros. Il a aussi battu Nastase, qui était à l'époque numéro 1 mondial à Roland-Garros en 74. Bon voilà, donc c'est un joueur forcément que j'ai mis dans ce top 100.
Et encore une fois, quand j'ai vu sa taille, je me dis waouh. Alors peut-être qu'à l'époque c'était moins difficile parce que les joueurs étaient moins grands, peut-être moins puissants. Bon, voilà. Ouais, la taille Mais moyenne la taille des gens moyenne, était bon. quand même moins élevée qu'aujourd'hui. Hein. Mais malgré tout, forcément, on peut faire le comparatif avec l'ascension de Schwartzmann qui est arrivé dans le top 10 cette année. Bon, pour le coup, Schwartzmann, il n'a pas encore fait de finale de Grand Chelem. Mais Mais tu peux donner son nom parce qu'on n'a pas donné son nom. Harold Solomon, c'est vrai? Exact. Ouais, voilà. Harold Solomon, pardon, excuse-moi. Ouais. Et Harold Solomon, tu sais comment on le surnommait? Ah bah non, Quel tu vas était me le son dire. surnom? Tu vas me le Il dire. s'appelait Moonball. C'est drôle. Ah, si, parce qu'il faisait des lobes. C'est ça? Exactement. Ça a Ouais. été l'un des premiers joueurs à utiliser le lob Voilà. parce qu'il Exactement. j'imagine, alors après, j'ai pas vu les matchs de l'époque, mais j'imagine que c'est parce que les joueurs montaient au filet pour essayer forcément de profiter du fait qu'ils soient petits, ils prenaient la balle tôt, etc. Puis au bout d'un moment, la seule solution, c'était de lober les adversaires qui montaient au filet. Et je rajouterais que dans son palmarès, il a gagné 3 Coupes Davis aussi. C'est pas avec mal, les ça. États-Unis. Et surtout, il a été un acteur prépondérant des victoires en Coupe Davis. Donc, vraiment, on en reparlera prochainement. Très bien. Et juste pour finir, il a été président de l'ATP de 80 à 83, donc pendant 3 ans, ce qui montre aussi que voilà, il a forcément eu une influence, il a forcément eu une aura à cette époque pour prendre la présidence de cette instance qui a été créée en fin 72, je crois. Donc c'était 4 ans après la création de l'Aeropen. Bon bah voilà pour ce deuxième épisode. Rod. On n'aura pas eu de joueurs en commun. Non, Hein, aujourd'hui ça a été un peu plus, on était un peu plus tiraillé. Hein. C'était, on a pas mal de joueurs qui sont assez proches à 4-5 places ouais, mais qui se croisent. Mais voilà, on n'a pas eu le même numéro comme sur l'émission précédente. Ça viendra peut-être pour la prochaine, on verra. De toute façon, je pense que plus on va avancer, plus il y a des chances qu'on ait des noms en commun. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser en commentaire de la vidéo. Pensez bien à vous abonner à notre compte YouTube, à notre compte Twitter. On peut dire que Johan Kriek, c'est honteux, Voilà, de le mettre. Mais ça, il y en a plein qui vont le dire que c'est honteux. Ils auront raison. Tu as manqué de respect à Johan Kriek, ça ne me plaît pas ça. Greg. Ah, je suis désolé. Je voulais pas te fâcher. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à la prochaine, parce que quand je vois les noms que j'ai notés de la place 80 à la place 71, ça va respirer le tennis, tout ça. Hein. Ouais, t'as raison. Ça va respirer le tennis. On a eu des bons noms aujourd'hui. C'était très difficile, en tout cas, ces 20 premiers à citer, parce que c'est très, voilà, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile de mettre les 20 derniers que de mettre les 20 premiers. Parce que voilà, il y avait beaucoup de choix et parce qu'aussi il y avait la lourde tâche, la difficile tâche d'exclure des joueurs, hein, un peu comme Aimé Jacquet parce qu'il en avait 28 et qu'il a dû en garder 22. Là, c'était un peu pareil. Et c'est vrai que c'est dur d'être sélectionneur en fait. Je me mets maintenant à la place des sélectionneurs quand on a quand on a des joueurs à disposition et qu'on doit faire des choix. Imagine en Coupe Davis, quand tu as 4 joueurs, il faut en sélectionner 2 pour les simples. Et parfois, c'est pas évident. Ça dépend de la nation. Hein, ça dépend de la nation. Oui, ça dépend de la nation, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est très homogène. Beaucoup de joueurs, c'est vrai qu'en France, on a toujours eu beaucoup de joueurs, donc c'est pas toujours un choix évident quand tu te retrouves à avoir 4 joueurs qui sont à peu près au même niveau et que tu dois aller le lundi soir, en général, annoncer quels vont être les 2 qui seront vendredi sur le court. C'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas vous à tenter l'exercice, le difficile exercice de coucher sur un petit papier un top 100. Voilà, ça paraît simple au début et puis après. Ouais, après ça se complique, c'est vrai. Après on finit en P4, hein, on finit en hôpital psychiatrique parce que c'est. Voilà, en tout cas, moi j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour discuter. Alors il y a des noms que tu as cités que moi j'ai mis un peu plus haut, et puis moi j'ai des noms que j'ai cités que toi tu as mis plus haut. On verra à quelle place, et on débattra de ces choix. En tout cas, merci Rod pour cette heure passée en ta compagnie. Et vivement la prochaine, qu'on continue. Et
et rendez-vous très très vite. Parce qu'on a quand même en point de mire. On a un point de mire. Le bout, évidemment. Ouais. Évidemment, parce le top 20. On est obligé de passer par tous ces numéros-là, mais enfin, quand on va arriver à la fin, ça va quand même ça va... être savoureux. On passera 1 heure par joueur, quoi. Hein. Ça sera une émission par joueur. Hein. Tellement il y aura de choses à dire. En tout cas, allez, on vous laisse. À très vite et merci de nous suivre. Ciao. Bye. Ciao.